Aujourd'hui, je vais vous parler de Scrum et de la vélocité. On a toujours voulu, depuis la nuit des temps, prédire. C'est un problème vieux comme le monde. On veut prédire l'avenir dans sa vie privée, pendant les guerres, pendant des projets. Et on a cherché à chaque fois, depuis la nuit des temps, des méthodes pour ça. Les oracles, les probabilités avec Pascal, les statistiques, le big data et d'autres méthodes. Donc c'est pas un problème qui est récent, et c'est un problème qui est toujours d'actualité et qu'on vit tous les jours en gestion de projet. Et ce problème que vous rencontrez absolument tous les jours, c'est le célèbre quelle date, la célèbre roadmap. C'est toujours la même chose. On va projeter une liste d'items synthétisés, euh, car souvent notre N plus 1, N plus 2, N plus 3 nous demande une roadmap ou nous demande une date. Et c'est pour moi, dans le développement logiciel, je dis bien dans le développement logiciel, comment dire, non répétitif, pas par exemple intégrer des thèmes WordPress, où on fait à peu près 10 fois le même thème à chaque fois. C'est quelque chose qui est un manque de courage. C'est de la fainéantise intellectuelle, je trouve, parce que on sait bien qu'on ne peut pas prévoir. Tout le monde se ment. Tout le monde se ment à tout niveau, que ce soit avec de la TPE ou gros groupe, sauf peut-être les développeurs, s'ils n'ont pas démissionné mentalement, qui vont quand même leur dire ça sert à rien de prévoir, ça sert à rien d'estimer, ça ne marchera pas. Alors comment est-ce qu'on a essayé quand même essayé de répondre à ce besoin? On a essayé d'abord avec ce qu'on appelait les méthodes rigides, avant les méthodes agiles, répondre à la question combien de temps. La première méthode, c'était on met tout à bout. Voilà, on prend toutes les tâches, on les additionne les unes à la suite des autres, et on trouve un temps. Alors, le problème, c'est qu'il y a plein d'inconnus pour ça, c'est qu'il faut que tout se passe bien à chaque étape, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun grain de sable, chose qui n'arrive évidemment jamais. Déjà, il faudrait déjà savoir pour chaque élément le temps précis, et on sait bien qu'on ne sait jamais estimer correctement. Il n'y a aucun ajout. Vous avez déjà vu un projet où il n'y a aucun ajout, vous? Et on base sur un concept totalement délirant, c'est le jour homme linéaire équivalent. C'est-à-dire, si vous avez un développement par exemple, qui prend 10 jours hommes, il suffit de mettre 5 développeurs, allez, et c'est pondu en 2 jours. Alors, il y a une blague là-dessus. Non, je sais plus laquelle ça. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça ne marche pas. Ça peut marcher, par exemple dans le BTP sur certaines choses, si vous avez à peindre des murs, si vous mettez 4 personnes, chacun peint un mur par exemple d'une pièce, ça peut aller 4 fois plus vite. Si vous devez tirer des câbles, de toute façon si vous êtes une seule personne, ça marche pas, il faut au moins un qui tire et un qui pousse, mais si vous avez un troisième, il ne servira pas à grand chose. Donc on voit bien que la linéarité du jour homme, c'est une bêtise sans nom, mais c'est quelque chose que les décideurs vont voir sortir à travers un foutu tableau Excel, dans lequel on va additionner, multiplier, diviser des développeurs comme on ferait ça avec des kilos de sel. Ça ne marche pas. En plus, le fait d'additionner tous ces items en début de projet, pour donner une date, ça veut dire qu'on va évaluer au début du projet. Tout le projet. Ça tombe bien, c'est le moment où on ne connaît strictement rien. Non, c'est le moins. Donc on est sûr de se planter. Donc c'est ce qui se passe souvent. On va se projeter sur 6 mois, 1 an. Alors 3 ans, alors ce qui est délirant dans du logiciel, parce que d'ici 3 ans, on aura peut-être changé de technologie. Ou alors on sera resté sur une techno, on sera totalement out par rapport à la concurrence. On va produire donc ce qu'on appelle une roadmap. Une roadmap, c'est ce qu'on appelle de la divination. Voilà, Alors, est-ce que vous avez prévu le Covid-19? Je pense que personne ne l'a prévu. Je peux vous dire que toutes les roadmaps ont volé en éclats. Toutes les choses les plus prioritaires sont devenues totalement accessoires, voire ont été abandonnées. Et sur des choses moins graves que le Covid, mais est-ce que vous avez prévu la démission de votre lead dev? Moi, c'est quelque chose auquel je pense tout le temps. Qu'est-ce que je fais si je perds la moitié de l'équipe? Qu'est-ce que je fais si On ne peut pas prévoir un projet en pensant que tout va bien se passer, que personne ne démissionnera, qu'il n'y aura pas d'éléments graves, que la concurrence ne va pas sortir une feature qui va nous ringardiser. Donc une roadmap, une prévision de toutes les tâches sur 6 mois, 1 an, 3 ans,
pour définir un calendrier de tous ces éléments et donner des dates, pour moi, ça n'a aucun sens. Alors, comment est-ce que ces méthodes agiles quels outils elles ont utilisés pour faire leurs oracles? Bien, on a le célèbre Microsoft Project qui a fait énormément de mal dans le développement logiciel. Hein. Donc c'est un perte Gantt. Vous avez déjà dû voir ce genre de choses. Hop. On met les tâches bout à bout. Et ça permet de dire la date de début, la date de fin pour simplifier. Évidemment, on sait bien que tout se passera bien à tous les éléments, qu'on ne rajoutera pas d'éléments en cours de route. Tout ça, ça n'existe pas, évidemment. Ça marche pas, on sait bien. Il faut qu'il n'y ait aucun grain de sable, il faut qu'on puisse estimer correctement toutes les tâches en début de projet, ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut faire pire? Oui, on peut faire pire. Parce que Project, ça peut être intéressant quand on maîtrise, quand on fait toujours la même chose, c'est pas forcément un mauvais outil. Hein. Mais c'est comme on va voir après Excel. Excel, pour faire de la gestion de projet, c'est une catastrophe. C'est souvent fait par des gens qui ne connaissent rien à la gestion de projet. Les pires. Voilà, là c'est simple, c'est du bricolage à base de formules au pifomètre. Hein. Voilà, on pense que c'est à peu près temps. C'est encore le jour homme linéaire et interchangeable, la pire catastrophe qui puisse exister, le pire manque de respect pour les développeurs et développeuses. Pour moi, c'est de l'amateurisme. Et alors, la troisième méthode, la pire, il faut que ça rentre. Grossièrement, quelqu'un, quelque part, qui ne connaît rien au logiciel, a décidé, marketing par exemple, que la date de livraison était fixée par exemple, au 3/12/2020. Et c'est simple, il faut que ça rentre. Donc qu'est-ce qu'on fait? La pire des choses, c'est pire que Project, on va faire un rétro-planning. C'est-à-dire on va partir de la fin et on va estimer tous les éléments pour que ça rentre à partir d'aujourd'hui. Forcément, vous vous rendez bien compte que on va avoir énormément de biais, on va tricher, même avec soi-même, pour arriver à faire rentrer tout ça. Ça, c'est sûr qu'on va dépasser dans les grandes largeurs le projet. Et psychologiquement, pour les développeurs, il n'y a rien de pire que le rétro-planning. C'est très très mal vécu. Alors, c'est bien toutes ces méthodes, tous ces outils, mais si on mesurait. Alors, je tiens à remercier Frédéric Le Guédois qui m'a donné cette idée très intéressante. C'est simple, on prend tout simplement un tableau dans lequel on va lister toutes nos features de la roadmap, la date prévue, la date réalisée, pourcentage d'erreur, et même si la feature a été réalisée. Et tout simplement, on note toute l'année, tout ça. Et à la fin, on se rend compte que ça n'a pas été fait, ça a dépassé, ça, on l'a pas fait comme ça, on l'a fait autrement, ça, tout qu'on fait, on l'a fait dans les temps, ça, on l'a fait trop en avance. On se rend compte que prévoir, ça ne marche pas. Donc c'est une très bonne méthode, je trouve. Je vais essayer de la mettre en place. Ça peut être assez intéressant et en plus c'est bête et méchant, c'est on mesure, on constate. Donc si vous appliquez ce genre de choses, vous allez voir que prévoir et mesurer sur le long terme, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer autrement, on va voir. Donc on va essayer des estimations. Ça marche pas, mais c'est pas parce que les estimations ne marchent pas qu'il est évident qu'une entreprise a un besoin de visibilité. Ce n'est pas... C'est évident. On ne peut pas naviguer à vue. Certes, un sprint, ça dure 15 jours, c'est très bien, ou 3 semaines, mais on ne peut pas naviguer de 15 jours en 15 jours sans avoir de visibilité. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir faire quand même pour pouvoir concilier à la fois la bonne pratique du sprint avec ce besoin de visibilité? On va essayer d'évaluer. Alors, comment on peut très mal évaluer? Le grand classique, on va aller dans le couloir et on va demander au lead dev au détour d'un couloir combien de temps il faut pour faire un truc. Ce qu'on appelle l'aspect post-it ou l'aspect couloir. Rien de pire. Pour deux raisons. Déjà, il n'y a pas de spec, on fait ça à l'arrache et on demande ça qu'au lead dev. Sachant que, évidemment, tout le monde peut se tromper. Même le lead dev. Il y a des méthodes qui permettent de limiter un peu la casse. C'est ce qu'on appelle par exemple le planning poker qu'on va détailler un petit peu plus loin.
Une autre façon de mal évaluer que j'ai déjà vu dans plein d'entreprises, c'est qu'on ne produit pas du code source, mais on produit des produits. On fabrique des produits. C'est donc du code source, c'est du test, c'est de la doc, c'est de la communication, c'est de l'accompagnement utilisateur, c'est de la formation, c'est du marketing parce que ça sert à rien de fabriquer des features si on ne les vend pas. Et souvent, je ne sais pas pourquoi, mais on est obsédé par le temps de dev. Alors bizarrement, les temps de mise en place des réseaux clients, les retours sur investissement, les ventes, l'accompagnement, bizarrement, là, c'est beaucoup moins obsessionnel. Il y a une obsession sur le fait d'avoir des temps pour les devs. Et dernier point, une estimation, c'est une estimation, ce n'est pas un engagement. Ça aussi, c'est chose pire. Ah, tu m'as dit 5 jours, pourquoi t'en es au 7e jour? Qu'est-ce qui arrive avec ce genre de choses? Les devs finissent par surestimer, et s'ils ont fini avant, ils ne le disent surtout pas. Donc c'est pas les meilleures façons de faire. On va voir s'il n'y a pas moyen de faire un petit peu mieux. Parce qu'on revient toujours au même problème, c'est votre patron, votre patronne qui veut dire il me faut un temps. Combien de temps? Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire une roadmap sur 6 mois. C'est simple, si vous faites ça, vous allez dans le mur. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que d'ici un mois, de toute façon, votre roadmap ne ressemblera plus du tout à ce que vous avez fait, ce que vous avez prévu dans votre première roadmap. Donc ça ne sert à rien. Alors il y a pire. Ce sont ceux qui se tiennent à leur roadmap, quoi qu'il arrive. Ils ont fait une roadmap sur 6 mois, quoi qu'il arrive. On se rend compte que c'est pas vraiment adapté, que le concurrent a sorti quelque chose, que par les feedbacks, c'est pas la bonne façon de faire, et on se dit, oui, mais il faut le faire parce que c'est dans la roadmap. C'est encore pire, je trouve, que de faire une roadmap sur 6 mois et de la flinguer au bout d'un mois. Eh bien, si on faisait autrement, par exemple, si on livrait au lieu d'estimer, vous allez me dire quel est le rapport entre ce qu'on appelle le delivery. C'est un terme que j'ai découvert récemment. Pourtant, j'ai quand même quelques années d'expérience, mais parce que pour moi, la livraison, elle doit être automatisée. La livraison, dans pas mal de mes entreprises où j'étais, c'était un des points sur lesquels j'ai accès en premier, c'est comment je peux automatiser mon build, comment je peux automatiser mes livraisons pour rien avoir à faire. Ça je peux l'industrialiser. Autant le dev, ça reste souvent une tâche d'artisan, autant la livraison doit être automatisée au maximum. Mais voilà ce qu'on peut faire. On va pouvoir, au lieu de proposer une roadmap, livrer très souvent, par exemple tous les 15 jours. Et donc là, on va à chaque fois, tous les 15 jours, produire un livrable, c'est un vrai produit. Donc on va offrir de la visibilité et on va offrir même cette facilité de pouvoir changer d'avis tous les 15 jours. Et bien là, on va offrir une visibilité certes différente, mais on va offrir une visibilité à notre direction. Et un effet assez dingue aussi, c'est que la direction va penser qu'on travaille rapidement, alors qu'en vérité, on ne travaille pas plus vite, mais qu'on peut livrer souvent. Donc ça, c'est une façon de faire. L'avantage, c'est qu'on va avoir du feedback client. On va plus se poser de questions sur la livraison dans 6 mois. Et on va avoir des livraisons fréquentes. Alors, pour ça, on va faire des sprints. Mais quelle est la bonne durée d'un sprint? C'est une question qu'on va se poser. Ah non, on va se poser après. Le problème, c'est qu'il faut trouver un bon compromis entre livrer très souvent et gérer quand même le cadre de Scrum. En vérité, Scrum, à chaque sprint, c'est quand même 4 cérémonies, c'est souvent de l'affinage, et puis après, c'est une phase de delivery, qui peut être plus ou moins mature. Alors, ce que nous dit Scrum Guide, c'est qu'un sprint ne doit pas dépasser un mois, ou moins. Alors, moi, comment je me place par rapport à ça? C'est simple, 4 semaines, c'est trop long. Parce que ça veut dire que pendant ce sprint-là, si je veux avoir une nouvelle feature, si par exemple je suis au milieu du sprint, la prochaine feature sera traitée dans le prochain sprint, donc j'aurai de 4 à 7, 8 semaines avant de pouvoir proposer cette nouvelle feature à mon utilisateur. C'est beaucoup trop long. Une semaine, c'est beaucoup trop court. Au vu du nombre de cérémonies qu'il y a dans Scrum, c'est pas adapté, je trouve. 2 semaines, c'est bien si on a une bonne maturité humaine, c'est une bonne gestion de Scrum et technique. Si on a une bonne intégration continue, ça me semble parfait. Sinon, je trouve que 3 semaines, c'est pas mal. Donc moi, j'ai des précédentes expériences, souvent c'était plutôt 2 ou 3 semaines.
Un mois, c'est arrivé, mais c'était dans des contextes différents, pour de la clientèle interne, par exemple, où on maîtrisait assez les livraisons, enfin ce que voulait le client. Alors, est-ce que c'est si simple que ça d'évaluer? Parce qu'on va avoir quand même besoin d'évaluer pour pouvoir livrer. Bah, comment moins se tromper? On va proposer des itérations très courtes. Donc là, on a vu 15 jours à 3 semaines. On va éviter de se tromper. Donc on sait que tout le monde peut se tromper. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut éviter de se tromper. Comment est-ce qu'on va gérer la disparité des membres de l'équipe? On l'a dit, les humains ne sont pas des jours-hommes linéaires qu'on ne peut pas multiplier, découper, additionner. Et comment est-ce qu'on peut évaluer ce que l'on n'a jamais réalisé alors qu'on n'a aucun repère? Bien pour ça, on a par exemple, il y a d'autres façons de faire, hein, mais on a le Planning Poker qui est un grand classique utilisé en Scrum. Ça vient de l'Extreme Programming, mais c'est une des choses qu'on peut implémenter dans le framework Scrum. Donc, dans le Planning Poker, déjà toute l'équipe vote. Et surtout, vote en même temps, parce que sinon, je sais comment ça se passe. Tout le monde écoute le lead dev, par exemple, et tout le monde se fie à son avis. Et quand je dis tout le monde, c'est les tests et le dev. C'est toute la Scrum Team. Il n'y a pas de leader, surtout pas, parce que le but c'est d'avoir un avis d'équipe et c'est aussi de faire monter toute l'équipe le plus haut possible. Pas avoir un leader, les autres qui suivent. C'est avoir l'équipe la plus homogène possible. Et c'est un effort commun. On l'a dit, pas que du dev. C'est évaluer l'effort et non la charge. Exemple, je peux avoir quelque chose qui est très simple à coder, mais qui fait un cauchemar en test. Moi, j'ai eu un cas, c'était, je crois, une journée de codage, 15 jours de test. Alors, c'est rare, c'est vraiment extrême, mais ça arrive. Ça permet aussi de lever les sur- et sous-estimations. En effet, quelqu'un peut totalement se tromper par rapport à une feature, à un PBI, donner une estimation, et quelqu'un d'autre qui a une autre expérience ou qui va avoir une autre idée va apporter autre chose. À plusieurs, on se trompe moins. Alors, on peut utiliser soit des jeux de cartes, soit il y a des équivalents en ligne qui permettent, par exemple par Slack ou par Skype, de voter directement, donc donner ces estimations. Alors, ce que va me dire mon célèbre chef d'entreprise, c'est d'accord, donc ou mon donneur d'ordre. Donc chacun donne son temps. Bah non, non, surtout pas. Alors, certes, historiquement, le planning poker, les premières versions, si on se prend sur les ressources historiques, estimaient en temps. Mais le problème de l'estimation absolue, c'est que c'est quelque chose qui n'est jamais réalisé. Donc on va forcément, c'est très compliqué d'estimer sans avoir de repères. On estime dans le vide, entre guillemets. C'est une estimation indépendante de la personne le réalisant, puisqu'on ne sait pas encore qui va le réaliser. Bah, toujours la question qu'on se pose quand on estime en temps, oui, mais qui est-ce qui va le réaliser pendant le sprint? Entre le développeur junior ou le développeur senior, entre une personne qui est très orientée front et qui là va devoir faire du back, on sait bien que à deux personnes distinctes, la charge, le temps de réalisation ne sera pas forcément le même. Donc on va éviter de refaire des affectations de tâches, des pertes et des gantes à l'intérieur du sprint. Sinon on revient à du micromanagement. Donc l'estimation absolue, on pourra aller beaucoup plus loin, on peut en parler pendant des heures, mais l'estimation absolue n'est pas du tout adaptée. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir faire? On va travailler en estimation relative. Alors comment est-ce qu'on fait? Pour ça, on va fixer une user story dite étalon. C'est-à-dire, on va dire, par exemple, j'aimerais avoir un écran qui permet de m'afficher une liste provenant d'une base de données. Je veux pouvoir filtrer les éléments sur cet écran. Ça va être notre étalon. On va affecter, j'allais dire une charge, non, j'ai oublié le terme. Enfin, un nombre de points. Par exemple, un point, deux points. Il ne faut pas mettre quelque chose de trop gros, je trouve. Mais on va donc se fixer un rapport entre une user story et un story point. Donc par exemple, là, mon écran, avec mon filtrage, ma base de données, je vais dire c'est 2 points, par exemple. Et on va mesurer toutes ces user stories par rapport à cet étalon. Ça va résoudre deux problèmes. Déjà, ça offre un point de comparaison. Ah, il faut un écran avec une liste. Ensuite, si je clique sur cette liste, ça fait ça, tac, tac, tac. C'est environ 4 fois plus complexe que ma story étalon.
Donc ça fait 8 points. Voilà, j'ai mon estimation. Et c'est aussi indépendant de celui qui va réaliser. Je m'explique. Comme on l'a dit, entre deux personnes données, le temps de réalisation peut être totalement différent. Personne plus aguerrie, par le nombre d'expériences, par les technologies. Mais une chose est sûre, c'est que si quelque chose prend tant de points à réaliser, par exemple cet écran là, ce petit écran, j'en ai parlé, si j'ai un développement qui prend 3 fois plus de charge, quelle que soit la personne qui développe, à peu près, ça prendra aussi 3 fois plus de charge pour cette personne, en relatif. Donc l'avantage de l'estimation relative, c'est que ça permet d'estimer quelle que soit la personne de l'équipe qui va le réaliser. Alors, les estimations relatives sont faites à partir souvent de cartes qui suivent une suite de Fibonacci. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. C'est que ça évite trop de réflexion de détail, genre est-ce que je mets 3 points ou 4 points. Le but, c'est d'avoir un ordre de grandeur. Ça, c'est la première chose. Sinon, on peut passer des heures à dire est-ce que ah non, c'est plutôt 4 que 3. Et pourquoi pas 3,5 sinon. Et ça évite aussi, ça peut être sanctionné, puisque ce n'est pas linéaire. Vous voyez que ça monte comme ça. C'est d'éviter les grosses estimations. Si vous avez quelque chose de trop gros, c'est que votre user story est soit mal défini, soit pas assez découpé. Donc le but, c'est de forcer à découper un user story, ou alors de sanctionner fortement les PO par une estimation très forte, parce que leur user story est pas clair, est trop grosse, etc. Mais bon, c'est bien, on a estimé avec des story points, mais je reviens toujours à mon il n'y a pas de S là, à mon décideur, combien je peux mettre de story points dans mon sprint, parce que la story point, même le sprint, ce sont que des outils pour savoir, à un moment donné, qu'est-ce que je vais avoir à la fin. Là, c'est à la fin de mon sprint, qu'est-ce que je vais avoir. On va arriver à la vélocité. Alors, la vélocité, on va partir de 0. Alors, déjà, il faut savoir une chose, en Scrum, c'est une des questions pour passer les certificats Scrum d'ailleurs. Il n'y a pas de sprint 0. On commence au sprint 1, puis après le sprint 2, sprint 3, etc. Il n'y a pas de sprint 0 ou de sprint préparatoire, ce genre de choses. Le premier sprint, c'est simple, ça va être ce qu'on appelle la méthode au pif. Pour l'instant, on peut avoir une nouvelle équipe, ça peut être une nouvelle techno, ça peut être un nouveau projet, un nouveau produit. Donc, il y a forcément, si on parle d'un premier sprint, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau, voire les trois. C'est par exemple, là, j'ai une nouvelle équipe, elle a changé de techno et c'est sur un nouveau produit. Je peux vous assurer que le premier sprint, on ne sait pas du tout où on va. Donc c'est sûr, on va se planter sur ce sprint. C'est pas grave. L'important, c'est qu'à la fin de ce sprint, on va avoir du feedback. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Quels sont les avantages de ces technos? Qu'est-ce qu'on maîtrise? Qu'est-ce qu'on maîtrise pas? Donc, le premier sprint, c'est ce qu'on va pouvoir faire. Ensuite, le problème, c'est que sur le sprint 2, même le sprint 1, sprint 2, sprint 3, comment est-ce qu'on va réussir ce sprint? Dans le Scrum Guide, il y a ce qu'on appelle le but du sprint. Le but du sprint, il dit que pour pouvoir faire qu'un sprint soit réussi, entre guillemets, il faut réussir un sous-ensemble de PBI qui répond à un but. Par exemple, je veux rendre mon site 2 fois plus rapide. Ça ne veut pas dire que dans tous les éléments du sprint correspondent au but, mais un sous-ensemble va répondre. Il faut qu'on arrive à remplir ça. C'est un peu une façon de prioriser, je simplifie à l'extrême, mais une façon de prioriser les éléments du sprint. Eh bien, c'est ce que je recommande, c'est de dire, on ne sait pas du tout, puisque à l'instant on démarre un nouveau projet, par exemple, ou une nouvelle équipe, donc on démarre un ensemble de sprints, on ne sait pas combien de choses on peut faire. Donc, définissons un sous-ensemble qui n'est pas négociable, assez petit pour être sûr de bien réaliser, et tout le restant, on va essayer de le faire, et on va obtenir un feedback du nombre de story points qu'on peut avoir sur ce sprint 1. Donc sur mon sprint 1, je vais par exemple avoir 20 story points. Tiens, oui. Comment je vais faire pour les sprints 2 et 3, etc. Eh bien pour le sprint 2, c'est simple, j'ai le sprint 1, je vais utiliser le feedback pour faire le sprint 2, dire tiens j'ai fait 20 story points, je vais essayer 20 story points ici. Je vais me rendre compte que c'est peut-être trop, là je vais en faire que 15, donc là je vais essayer 15, et au fur et à mesure, ma courbe va finir par se stabiliser et je vais obtenir, on va dire, une espèce de vitesse de croisière. C'est ce qu'on va appeler la vélocité. Alors,
là j'ai fait un sprint, 2 sprints, 3 sprints. Comment est-ce que je vais faire le sprint 7, le 8, etc. Il y a une méthode qui est assez simple, c'est je prends la moyenne des 3 sprints précédents. C'est une assez bonne méthode, je trouve. Alors, il faut savoir pondérer. Le jour homme, on l'a dit, vous vous rappelez, le mythe du mois homme, ça a quand même 35 ans, je crois. Hein. Le mois homme, c'est bien un mythe. Le jour homme n'est pas linéaire. On peut se retrouver avec des facteurs limitants. Vous êtes dans une équipe où il y a une seule personne qui a les compétences de test. Si cette personne est en congé une semaine sur un sprint de 3 semaines d'expérience, je peux vous dire que votre sprint va être plombé. On peut aussi avoir des personnes partagées entre plusieurs équipes, des experts par exemple. L'idéal, soit qu'il ne soit non bloquant, mais ça peut arriver, on va avoir besoin de quelqu'un de très pointu sur un domaine et on ne l'a pas sur le moment donné. Donc il faut pondérer cette notion juste d'avoir, on fait les moyennes des 3 sprints et on obtient la vélocité du prochain sprint. Et aussi une spécificité peut-être française, mais qu'on retrouve dans d'autres pays, Scrum a été créé par des anglo-saxons, où le nombre de jours de congé est bien inférieur en français. En français, on a 5 semaines de congé, on a les RTT, les ponts de mai, le mois de décembre c'est un gruyère, les vacances scolaires. Eh bien, on se rend compte que tous les mois ne sont pas égaux en termes de production de dev. Moi, je me suis retrouvé par exemple avec des développeurs qui étaient présents un jour par semaine, par exemple, ou avec les ponts qui étaient là que 2 jours, puis présents absent 2 jours, revenu un jour. On ne peut pas simplement pondérer par rapport au nombre de jours de présence. Parfois, certaines semaines ou certains mois sont beaucoup moins productifs que d'autres. Donc il faut adapter la vélocité, je trouve, à cette non-stabilité de présence. Et alors, c'est bien, on a défini comment on pouvait évaluer. On a vu comment est-ce qu'on peut avoir de la visibilité à la fin du sprint. Mais le moyen et le long terme, parce que notre décideur, il a raison, lui, il a besoin de visibilité. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il ait l'honnêteté intellectuelle de comprendre que la visibilité du monde du logiciel, c'est pas la même que d'autres domaines. Comment est-ce qu'on peut répondre à sa question? Donc savoir que, mais la grande question, c'est est-ce que, tout ce que je veux faire va rentrer? Parce que le sprint, c'est naviguer à vue. Dans 15 jours, dans 3 semaines, vous aurez ça. Ok, mais on a des obligations légales, on a des ambitions stratégiques qui se conçoivent à court, à long, à moyen et long terme, qui peuvent avoir des impacts énormes, financiers, RH, etc. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer un cap, c'est-à-dire on va définir, on a vu, on peut avoir notre vélocité qui tente à se linéariser. Ce qu'on va faire, c'est que pour le prochain sprint, on sait exactement ce qu'on va mettre dedans. On va faire des estimations grossières. Alors il y a par exemple l'extreme quotation qui permet de faire ça, des différents éléments à mettre dans cette célèbre map, et on va voir si ça rentre à peu près. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas dire absolument tout ça, ça va rentrer. Mais ça peut permettre de donner une idée, et à chaque sprint, on peut réévaluer cet élément-là. C'est le but du PO. C'est à chaque sprint, c'est de réévaluer tous ces éléments avec ses parties prenantes. Ah, il y a aussi le backlog iceberg dont je ne vous ai pas parlé, mais c'est un peu ça, c'est au départ, c'est avoir une roadmap complète avec tous les grands thèmes, par exemple ce qu'on appelle les épiques. Pour certains, on va voir les features. Voilà. Pour certains, on n'aura encore que les grands thèmes, on n'a rien. Et puis pour certaines features, on aura déjà tous les PBI. Et pour le sprint en cours, on aura carrément les tâches réalisées. Donc on va voir certains éléments qui sont détaillés, d'autres qui le sont moins. Et par les séances d'affinage, on va affiner au fur et à mesure, rajouter du niveau de détail au fur et à mesure qu'on va avancer dans les sprints. Mais pour moi, c'est comme un bateau. On a un point de départ, on a un point auquel on souhaite arriver, mais on sait très bien, là, ici, on a la visibilité, on a la météo, on a le trafic marin, mais ici, il peut tout à fait se trouver une tempête qu'on n'est pas prévue parce que dans 3 semaines, elle apparaîtra, on ne sait pas. C'est comme de la navigation. Il y a un moment, il faudra peut-être faire ça. Il y a un moment, on finira peut-être comme Christophe Colomb aux États-Unis au lieu d'arriver en Inde. On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Et certains, il faut voir actuellement, par exemple le Covid-19, certaines entreprises sont en train de faire ça. Ils partaient là et ils sont en train de faire ça. Ils sont en train de changer carrément de business model parce que c'est ça ou mourir. Donc se fixer un cap, c'est important. Avoir le début, c'est bien. Adapter au fur et à mesure, c'est bien. Et parfois, il faut savoir carrément changer de direction. Alors,
pour aller un petit peu plus loin, il y a des thèmes qu'on pourra aborder plus tard, dont entre autres l'extreme quotation qui est assez intéressant, les séances par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, les séances d'affinage, la vélocité et le pair programming, ça aussi c'est un sujet très intéressant, les sprints et le bug, et accessoirement les outils sur comment piloter, par exemple Azure DevOps, Trello, et la notion d'investissement et de feature state dans les équipes pluridisciplinaires. Ce sont plein de sujets qui sont liés à ce dont on parle aujourd'hui, que j'aimerais développer dans plusieurs vidéos.